Bien, bonjour à tous. Je vous propose de débuter notre table ronde. Tout d'abord, je voudrais adresser quelques remerciements avant de commencer. Tout d'abord, à commencer par le directeur du TAB, Jérôme Lecardeur, qui nous accueille dans ces magnifiques locaux. Je voudrais remercier également le président de l'université, Yves Jean, qui est à l'origine de ces journées, et puis remercier le professeur Frédéric Chauveau, qui est à l'initiative de cette table ronde. Je voudrais également, si vous le permettez, prononcer quelques mots d'introduction sur la thématique qui va nous occuper durant ce début d'après-midi, avant de vous présenter nos intervenants, mais que je remercie d'ores et déjà d'avoir accepté évidemment de participer à cette table ronde. Mais prononcer quelques mots d'introduction, tout simplement, et tout d'abord parce qu'en fait, il manque un mot important, il manque un terme important dans le titre sur la plaquette qui a été mise en ligne et qui a été diffusée. Concernant notre thématique, nous allons nous intéresser aux émotions politiques nocturnes. Et donc, je voudrais vous repréciser un petit peu les attendus de ce sujet, la manière dont nous allons appréhender les choses. Peut-être également en redressant à grandes lignes quelques éléments concernant tout d'abord les émotions politiques, et puis évidemment ensuite le rapport que l'on souhaite faire entre émotions politiques et ce temps spécifique qu'est le temps nocturne. Alors tout d'abord, peut-être, il faut rappeler, et ça me permettra aussi de faire une sorte de fil rouge, de fil conducteur. Je voudrais repartir finalement de la thématique de la table ronde de ce matin, celle des attentats, consacrée aux attentats, et qui a montré toute la présence et l'implication des émotions, à la fois individuelles et collectives, dans notre vie quotidienne. Et qui a également largement mis en évidence la manière dont ces émotions, elles participent à la fois de notre manière d'être et de notre manière d'agir. Et donc ça, c'est peut-être un premier élément qui intéresse les chercheurs, les universitaires. Cette imprégnation des émotions dans nos sociétés, elle justifie bien évidemment que les sciences humaines et les sciences sociales s'y intéressent. Mais peut-être il faudrait quand même rappeler que cet intérêt des sciences sociales pour les émotions, finalement, est assez récent, puisque pendant longtemps, les émotions ont constitué en quelque sorte une sorte de continent noir, on va dire, en marge de la réflexion scientifique, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y avait des difficultés ne serait-ce qu'à appréhender la notion elle-même, sur le plan conceptuel, à définir clairement ce que l'on appelle les émotions. Et puis pour les chercheurs, une autre question évidemment sur laquelle on va revenir, qui est la question de la manière dont on appréhende en tant que chercheur, en tant que scientifique, cette question des émotions. Donc pour ces raisons, il y a eu pendant longtemps une certaine réticence. Et puis là-dessus sont intervenus des travaux en neurosciences, des travaux en psychologie affective, qui ont remis en avant une nouvelle sensibilité humaine dans les sciences sociales. À tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, certains scientifiques vont revendiquer, pour reprendre la terminologie anglo-saxonne, vont revendiquer un affective ou un emotional turn. Alors évidemment, cette expression, elle dit bien ce qu'il en est. On considère bien évidemment à partir de là que les émotions sont un facteur explicatif des évolutions de nos sociétés, et participe d'une préoccupation qui doit intéresser les différents chercheurs dans plusieurs disciplines. Là aussi, si je dois rapidement faire une généalogie à grands traits de ce thème de recherche, de ce champ de recherche que sont les émotions, il faudrait peut-être d'abord évoquer évidemment la sociologie, puisque depuis les années 1970, la mobilisation des émotions fait partie des préoccupations des sociologues et de leurs travaux. Et l'intérêt ou l'apport de la sociologie, c'est de considérer les émotions comme de véritables faits sociaux. Et ces faits sociaux sont finalement à la fois le produit, j'allais dire, de l'influence que peut jouer le monde social sur les individus, et puis à contrario, dans l'autre sens, ces émotions sont aussi facteurs d'influence dans l'action. Donc là, il y a l'apport de la sociologie qui est important. Et puis depuis les années 80, il y a également l'intérêt qu'apportait l'anthropologie pour les émotions, avec là une autre dimension apportée par les anthropologues,
qui est celle finalement de considérer que les émotions ne relèvent pas uniquement que de l'intériorité, que du naturel, que de l'irrationnel, hein, et que ces émotions sont bien également un sujet d'interaction sociale et participent, c'est aussi au cœur de nos préoccupations, participent finalement de ce rapport entre individu et collectif. Et puis, alors, pour en terminer rapidement cette généalogie, il faut évidemment citer, et là ça intéresse au premier chef les historiens, il faut citer l'apport des travaux de Michel Foucault. Je pense notamment à ses travaux sur la gouvernementalité et le fait que Foucault aborde cette question à la fois en termes de domination, en termes de manipulation. Et puis, il faut évoquer aussi les travaux de Norbert Elias, dans les années 80, autour du concept de civilisation et puis autour de son prolongement, l'informalisation des manières, l'émancipation des émotions. Voilà, tout cela, ce sont des points qui vont interroger les historiens, parce que aussi bien Foucault que Elias vont s'intéresser également à l'évolution finalement de l'expression de ces émotions dans le temps et dans les cultures. Et donc là, évidemment, on est dans des préoccupations également des historiens. Et donc ces recherches-là vont conduire les historiens à prendre au sérieux cette notion, ce phénomène des émotions, vont conduire les historiens à chercher à l'historiciser pour mieux saisir, mieux définir, mieux comprendre l'évolution des sociétés du passé. Et donc là, il y a une question qui va finalement autour de ces temporalités, autour de ces sociologies des émotions, qui vont interroger aussi bien l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire des représentations collectives et puis, bien entendu, l'histoire politique. Alors c'est dans ce domaine précis que l'on va évidemment insister aujourd'hui. Il faut rappeler d'ailleurs peut-être là aussi que dans le champ de l'histoire politique, il y a eu un certain nombre de résistances dans l'acceptation des émotions comme objet d'étude, comme objet de recherche. Et là encore, pour plusieurs raisons que je voudrais évoquer rapidement. Il y a eu tout d'abord une forme de réticence et de longue disqualification d'une approche psychologisante de l'histoire politique. Et notamment parce que dans les représentations des historiens du politique, il y avait toujours cette idée que les émotions étaient nécessairement liées au phénomène de manipulation que j'évoquais tout à l'heure, de domination ou de propagande. Et puis alors, à contrario, il y a un autre phénomène qui a agi aussi, une autre représentation, c'est celle, chez les historiens du politique, que la construction étatique, on va dire, la construction civique, relève d'un long processus qui va tenter de rationaliser la vie politique et donc par là même de combattre évidemment tout ce qui apparaît comme passion politique. Alors, or, on constate évidemment, et là l'illustration en sera, je pense, donnée durant nos débats, on constate qu'évidemment, à toutes les époques, les émotions sont omniprésentes en politique, omniprésentes dans la vie politique. Alors, on aura l'occasion d'évoquer le cas des banquets de l'Antiquité, mais si je dois citer quelques autres exemples dont il sera sans doute question encore cet après-midi, il y a évidemment les fêtes et les funérailles politiques. Je pense à ce bel ouvrage d'Emmanuel Furex intitulé « La France des larmes », sur l'émotion ressentie au moment des deuils politiques au début du XIXe siècle. Il y a évidemment les passions révolutionnaires, la fête révolutionnaire. Il y a évidemment, et ça sera évoqué par mon éminent collègue Jean-Clément Martin tout à l'heure, il y a évidemment la sensibilité vis-à-vis de la peine de mort ou des exécutions publiques. Il y a au-delà de ça, et ça c'est une question que l'actualité la plus brûlante évidemment nous invite à observer, il y a les ressorts identitaires et les ressorts nationalitaires. Je pense bien entendu à l'exemple catalan. Et puis il y a la dernière séquence forte de la vie politique française, l'élection présidentielle de mai dernier, qui a été incontestablement un véritable réceptacle d'émotions diverses, d'émotions contradictoires, des peurs, des sentiments de repli, de colère, d'indignation, des espoirs, des désirs. Voilà, donc on est bien dans un phénomène où il est évident que ces émotions participent également de ce processus de la vie politique
et que donc il y a tout intérêt pour les historiens de chercher à se pencher sur cet aspect-là. La vie politique mobilise en définitive les émotions, à la fois comme discours. Et quand je parle des discours, je pense à la fois à des discours qui seraient des discours de mieux vivre, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les ressorts suscitant de l'espoir chez les gens, mais là encore, dans le même sens, on peut avoir parfois des discours qui vont mobiliser des émotions de peur pour justifier des processus d'exclusion ou des processus de ségrégation. Donc la vie politique ou la politique à la fois mobilisant les émotions comme discours et mobilisant également les émotions comme outil d'action. Et donc dès lors, on peut se poser un certain nombre de questions. Comment ces émotions, évidemment, vont-elles affecter les groupes sociaux? Comment ces émotions participent-elles de la construction des identités à la fois individuelles et collectives? Et puis, quel type de processus cela implique-t-il? Alors, ce sont des questions qui sont des questions générales, soit dit en passant, et qui pourraient très bien s'appliquer aux différentes manifestations que vous avez peut-être pu suivre dans le cadre de ces journées Michel Foucault consacrées à la mécanique de l'émotion. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, dans le cadre de cette table ronde, nous avons choisi en fait de focaliser sur un angle de vue particulier. Alors, il n'est pas question évidemment ici de traiter toute la question, un angle de vue particulier, mais qui nous a semblé justement particulièrement fécond, et qui est celui en fait de la mise en relation entre les émotions politiques d'une part et le temps spécifique de la nuit. Pourquoi ce choix? En deux mots, rapidement, le temps de la nuit, le temps nocturne, c'est de prime abord le temps des violences. Et le temps des violences sous tous ces aspects, tous ces états. On pense évidemment, lorsqu'on réfléchit à ces violences nocturnes, on pense aux crimes, on pense aux coups d'État, on pense aux rébellions, etc. Donc le temps des violences, c'est également le temps des pratiques déviantes. C'est sans doute le temps des angoisses, le temps des terreurs, des peurs nocturnes. Et puis la nuit, c'est en même temps un temps qui est un temps de réflexion, qui est un temps d'apaisement, qui est un temps de repos, qui peut être un temps de création artistique, qui peut être un temps de débat parlementaire, qui peut être un temps de négociation diplomatique. Donc quoi qu'il en soit, on a véritablement, vous voyez, une séquence temporelle qui est un véritable creuset de réaction émotionnelle ou de sensibilité. Et c'est bien voilà, ce sujet que nous nous proposons aujourd'hui de développer, sur lequel nous souhaiterions apporter un regard, et qui plus est un regard croisé, puisque je vais avoir le plaisir maintenant de vous présenter nos deux intervenants, qui sont de chercheurs, de professeurs d'ailleurs, l'un et l'autre, professeurs dans l'enseignement secondaire, mais d'horizons différents, et de chercheurs qui, à un moment donné, dans leurs travaux, sont venus à se questionner sur ce temps de la nuit et sur ce rapport aux émotions. Donc, je vais peut-être commencer par Guillaume Garnier. Guillaume Garnier est donc professeur d'histoire en lycée. Il est docteur en histoire moderne et contemporaine des universités de Genève et de Poitiers. Et Guillaume Garnier a consacré ses premiers travaux, et c'était son sujet de thèse, à l'histoire des pratiques et des représentations du sommeil. Et aujourd'hui, Guillaume Garnier s'intéresse à un autre domaine, mais qui n'est pas si éloigné finalement du précédent, puisqu'il co-dirige avec Anne-Claude Ambroise Rendu un ouvrage collectif sur la nuit blanche de l'Antiquité à nos jours. Et donc, ce sont les résultats de ce travail-là qu'il va vous présenter abondamment aujourd'hui. Donc merci Guillaume d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et merci également à Cédric Germain, donc, qui est alors, professeur de lettres classiques, cette fois, également en lycée, au lycée Victor Hugo de Poitiers, et qui est donc actuellement doctorant, qui fait une thèse de doctorat en langue et littérature ancienne à l'université de Poitiers, sous la direction de Michel Briand. Et le sujet de thèse de Cédric Germain est consacré aux comédies d'Aristophane,
notamment à travers les révoltes nocturnes et les banquets festifs. Donc c'est évidemment ces questions-là aussi qui vont être abordées aujourd'hui. Donc je vais laisser évidemment à chacun d'entre vous le soin de compléter cette courte présentation et puis notamment de nous montrer le lien que l'on peut faire avec la thématique qui est la nôtre. Et puis je vous inviterai ensuite à discuter, à débattre, à vous exprimer autour de 3 axes principaux. Donc je vous propose tout d'abord d'ouvrir la discussion sur le rapport émotion et temporalité. Je vous propose ensuite d'aborder la question de l'expression des émotions nocturnes. Et puis nous terminerons par les émotions nocturnes comme moteur de l'action, comme incitation à l'action. Voilà. Et donc, à l'issue de cette table ronde, eh bien, nous pourrons évidemment engager la discussion avec la salle, avec vous, qui nous faites le plaisir et l'honneur d'être venus assister à cette table ronde. Donc, peut-être pour commencer la présentation, vous l'aurez compris, ce qui fait aussi, j'allais dire, tout l'intérêt et la richesse de cette approche, finalement, qui est une approche sensible de la politique, c'est le fait de pouvoir croiser les regards et de pouvoir faire appel à plusieurs disciplines, comme en témoignent les parcours justement variés de nos 2 intervenants. Donc, première question que je souhaiterais vous adresser, tout d'abord, et de manière plus large, on resserrera la focale ensuite, pourriez-vous nous indiquer la place qu'occupent les émotions dans vos travaux personnels, nous indiquer quelles sont les sources, évidemment, qui sont celles qui vont alimenter vos travaux concernant les émotions, quelles sont vos méthodes d'analyse pour aborder la question des émotions nocturnes, et puis peut-être également vous interroger, alors pour le coup, sur les apports d'une telle démarche. Les apports, et puis en même temps peut-être aussi les difficultés et les limites que vous avez pu rencontrer dans cette approche sensible de l'histoire ou de la littérature. Cédric Germain, peut-être ? Moi, je travaille sur le théâtre grec. To théatron, c'est ce qui est en lien avec la vue, étymologiquement. Et dans ce spectacle, les émotions qui sont incarnées par les personnages ont un rôle évidemment essentiel. Aristote, dans sa poétique, il définit la tragédie comme une mimésis, c'est-à-dire une imitation des actions et des émotions aussi humaines. Et cette mimésis doit agir sur le spectateur, produire une catharsis, une purgation aussi de ces émotions. Mes recherches, dans le cadre de mon doctorat, portent plus précisément sur la comédie, où les émotions ressenties par les personnages et suscitées chez les spectateurs sont très variées. Ainsi, si je prends par exemple le traité de Descartes, Les passions de l'âme, qui liste, lui, 6 émotions essentielles, l'admiration, vous m'entendez parce que ça résonne, non, c'est bon. L'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse, toutes ces émotions sont très très présentes dans les comédies d'Aristophane. Je dis juste un mot aussi sur Aristophane, c'est un auteur, on va faire quand même un bond en arrière, de 2500 ans, puisqu'il est né en moins 445 et il est mort en moins 385. Et dans les comédies qu'il nous reste de lui, on n'a pas beaucoup de pièces qui sont politiquement engagées. Aristophane est souvent, dans ses pièces, donc, milite pour la paix. On est en pleine guerre du Péloponnèse, une guerre qui va se dérouler pendant à peu près une trentaine d'années entre Athènes et Sparte. Il milite pour la paix, mais évidemment, comme c'est un auteur comique, il n'a pas recours à des longs raisonnements abstraits qui pourraient finalement lasser les spectateurs. C'est vraiment à travers le biais des émotions, des tableaux frappants qu'on va voir sur scène, qu'il va faire susciter aussi des émotions chez les spectateurs pour leur donner vraiment un désir presque concret et matériel de la paix. Donc ça, c'est le premier point. Après, au niveau de la méthode, même si mon travail de recherche ne porte pas, moi, spécifiquement sur les émotions, je m'y intéresse forcément par rapport à ces comédies. Ce qui me semble intéressant quand on étudie le théâtre grec en général, d'ailleurs, et puis Aristophane aussi en particulier, c'est de toujours penser à peu près à ces 3 entités. Vous avez évidemment les acteurs sur scène, qui incarnent des émotions. Il y a souvent, vous savez, ce qu'on appelle un agone, donc c'est un moment où les émotions sont à leur paroxysme, et un débat très très violent souvent entre les personnages, dans les tragédies comme dans les comédies. Donc à la fois cette entité au niveau des acteurs sur scène, leurs émotions. On a aussi le cœur. Il faut penser que dans le théâtre antique, on a le cœur qui est un peu comme, on pourrait dire,
je dis parfois à mes élèves, c'est un peu le théâtre antique comme un mélange de théâtre et d'opéra, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai que dans l'orchestre, le chœur chante et danse. Et donc ce chœur aussi ressent des émotions par rapport à ce qui se passe sur scène. Hein. Et puis vous avez donc un troisième niveau qui va être évidemment les spectateurs. Hein. Donc il y a vous voyez un jeu d'interaction assez complexe entre les acteurs sur scène, leurs émotions, le chœur, ses émotions, et puis aussi donc les émotions ressenties à la finale par les spectateurs. Donc dans le cadre de cet après-midi, moi j'ai choisi de parler de 3 pièces, donc je vais quand même les résumer très très rapidement pour que ensuite vous compreniez mieux les analyses. J'ai choisi 3 pièces d'Aristophane où les émotions sont importantes et sont liées à la politique, et au moins pour 2 d'entre elles aussi aux émotions nocturnes dont on doit parler. Les Acarniens. Donc les Acarniens, c'est la première comédie conservée de notre littérature, hein, moins 425. On n'a pas de comédie plus ancienne conservée. Donc le héros s'appelle Dicéopolis et il a décidé en fait, comme il est là de la guerre hein, entre Athènes et Sparte, de conclure une trêve personnelle. Hein, donc on a un peu un comique d'absurde évidemment, mais il va donc choisir de faire la paix avec Sparte en son nom. Hein. Donc ça c'est la première pièce dont je parlerai cet après-midi. Je parlerai aussi de Lysistrata, une pièce qui est à peu près à la moitié de la carrière d'Aristophane. Elle est jouée en moins 411. C'est intéressant aussi pour notre littérature, puisque c'est la première héroïne comique, hein, Lysistrata, il n'y en a pas avant. Donc c'est une femme, hein, comme je vous le disais, et elle, donc, en jouant sur les émotions des femmes, mais aussi sur les émotions des hommes, hein, la fameuse grève du sexe, bon, c'est quand même une des pièces les plus célèbres d'Aristophane, et puis les plus représentées dans le monde aujourd'hui à cause de ses ingrédients. Donc elle va finalement réussir à faire triompher la paix aussi à la fin entre donc, les Athéniens et les Spartiates. Et puis dernière pièce dont je parlerai, c'est l'Assemblée des femmes. Donc on est vraiment à la fin de la carrière d'Aristophane, en moins 391. On est aussi des années après la guerre du Péloponnèse. Et c'est une pièce où l'héroïne, Praxagora, là encore, va elle renverser le système politique, hein, instaurer une gynocratie, le pouvoir donné aux femmes, et en même temps une sorte de communisme avec une communauté donc, de biens qui est créée. Alors, pour finir sur cette présentation, évidemment, moi je travaille sur des comédies, hein, des œuvres donc, littéraires, mais qui en plus caricaturent forcément les situations, les personnages, les émotions. Néanmoins, ce qui me paraît intéressant, je pense, c'est que l'importance donnée aux émotions dans ces pièces témoigne également de leur importance dans la vie politique athénienne. Hein. Ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure en introduction, mais c'est vrai que les Grecs ont quand même inventé la rhétorique, qui joue sur la persuasion hein, et permet aux démagogues d'influencer le peuple, justement en manipulant ses émotions. Hein. D'ailleurs, Aristophane, souvent, même si lui, il joue aussi sur les émotions, il dénonce ce fait, hein, que les démagogues, évidemment, jouent sur des mauvaises émotions pour, finalement, avoir ce qu'ils veulent. Ces comédies, donc si je conclue là-dessus, hein, ces comédies, c'est vrai, témoignent d'une approche très sensible, je dirais, du politique. Il faut vraiment faire agir le spectateur à travers des situations riches en émotions et des tableaux frappants. On est donc très loin en apparence de la méthode très sérieuse, hein, historique, très rationnelle, que met au point Thucydide à peu près à la même époque, hein, dans son histoire de la guerre du Péloponnèse. Thucydide qui est vu un peu comme le premier grand historien moderne. Mais ce qui est frappant il est quand même frappant de constater que chez le comique comme chez l'historien, finalement, on a la même conclusion. Hein. C'est bien l'impérialisme d'Athènes, entretenu par les démagogues, qui finalement a causé la guerre du Péloponnèse. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais me retourner immédiatement vers Guillaume Garnier. Donc, même question, la place des émotions politiques, des émotions nocturnes dans tes travaux, et puis avec quelle source, quelle méthode, etc. Oui, merci. Moi, je travaille sur les émotions nocturnes depuis quand même pas mal de temps, puisque je crois que ça remonte à 2002, puisque j'avais commencé avec un mémoire de maîtrise sur la nuit dans le quartier de Saint-Hilaire au XVIIIe siècle. Alors, le titre maintenant me semble pas très joli, mais je ne savais pas ce que j'allais trouver en travaillant sur des archives judiciaires. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup de manifestations émotionnelles. Alors, des très simples, hein, comme la peur, comme l'excitation, comme l'indignation des populations envers les catégories sociales qui sortent la nuit. Et je me suis recentré à la suite sur l'histoire du sommeil, non pas pour abandonner ses émotions, mais pour les conserver, puisque au contraire, hein, le sommeil n'est pas l'absence d'émotions. On pourrait se dire on dort, il n'y a aucune émotion, mais non, au contraire, c'est vraiment
c'est vraiment entouré des émotions. Alors j'enlève tout le côté normatif de l'explication du sommeil pour m'intéresser plutôt aux pratiques du sommeil. Dans ces travaux de thèse, je me suis aperçu que déjà, si l'on pense à aller dormir à l'époque, c'est connaître une expérience émotive, parce que dormir au XVIIIe, au XIXe siècle, comme moi je l'ai abordé, c'est aussi s'exposer à des risques. Tout à l'heure, François a bien rappelé les risques qui sont ceux attachés à la nuit à l'époque, alors qui sont des risques réels, mais aussi des risques fantasmés aussi parfois. Mais donc dormir, c'est aussi le risque de la tentation dans la tradition chrétienne. Donc c'est de savoir si on va résister aux tentations sataniques ou autres tentations dans l'imaginaire collectif. C'est aussi les émotions créées par le rêve, par les manifestations oniriques, comment on va réagir à ça. Et puis, bien entendu, le sommeil, c'est un temps qui est normalement un temps propice, un temps réservé plutôt à la nuit. Et donc, je me suis aperçu qu'on ne faisait pas que dormir dans les nuits du XVIIIe et XIXe siècle. Et donc, justement, ces privations de sommeil amenaient justement à interroger les émotions. Alors, je ne peux pas tout raconter, bien entendu, toutes les formes d'émotions que j'ai rencontrées à cette époque, mais ce que je voulais bien préciser par rapport aux sources utilisées, c'est que pour capter ces émotions, j'ai surtout utilisé les archives judiciaires qui permettent de s'apercevoir qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, d'une manière, on va dire, plutôt normale, on passe des nuits parfois éveillées en pleine nuit, et là où on connaît un certain nombre d'émotions. Donc ça peut être des émotions sexuelles, ça peut être aussi tout simplement de l'indignation, ça peut être de la peur, ça peut être de l'appréhension par rapport à ce qui se passe dans les rues, par rapport à ce qui se passe chez le voisin, par rapport au fait qu'on est réveillé en pleine nuit par un bruit suspect. Donc on a un certain nombre d'émotions qui s'exprimaient, et ça j'ai essayé de les capter notamment grâce aux témoignages des archives judiciaires. Je ne m'intéressais pas forcément au crime en lui-même, mais je m'intéressais aux témoins, ce qu'ils évoquaient, aux victimes. Et donc, on a tout un panel d'émotions qui s'expriment de cette manière-là. Donc ça a été un gros travail qui touche un petit peu à de l'anthropologie historique. Je fais de l'histoire sociale, l'histoire des rythmes sociaux, anthropologie historique. Alors, c'est vrai que j'aborde pas trop le politique, j'y reviendrai tout à l'heure, mais d'une autre manière, bien entendu, j'ai vraiment beaucoup touché aux émotions. À la suite de mes travaux de thèse, je suis revenu un petit peu à la nuit. Alors, je ne l'avais pas abandonné avec le sommeil, mais j'avais considéré que la nuit était le contexte d'accueil du sommeil. Je suis revenu plutôt à la nuit en travaillant sur les événements nocturnes, sur la question d'événements, qu'est-ce qui crée un événement nocturne. Donc dans cette conception d'événements nocturnes, bien entendu, j'ai réfléchi notamment avec Alain Camantous sur la perspicacité des événements nocturnes, pourquoi on se souvient d'un événement nocturne, la construction de cet événement nocturne, donc quel événement crée de l'émotion parmi ceux qui le vivent ou qui en apprennent justement l'existence, ou même d'ailleurs dans les mémoires collectives, comment on crée ces émotions autour de ces événements nocturnes. Et puis à la suite de ces travaux, je me suis engagé notamment sur un dernier axe que François évoquait tout à l'heure, sur la privation de sommeil, sur les nuits blanches. Donc notamment avec un ouvrage que je co-dirige avec Anne-Claude Amboise-Rendu, où on s'interroge sur la privation de sommeil. Puisque vous l'aurez bien compris, quand j'évoque le sommeil depuis pas mal de temps, j'évoque aussi beaucoup ceux qui ne dorment pas, un temps où ils devraient dormir, et notamment sur ces questions de privation de sommeil. J'ai eu l'occasion d'organiser avec François une journée d'études sur les événements politiques nocturnes, enfin non pas les événements, mais les nuits blanches politiques plutôt, ce qui crée effectivement une privation de sommeil prolongée autour de la question, en croisant avec l'histoire politique. Donc c'est pas ma grande spécialité, et donc là à partir de ça, ça rejoint beaucoup mes conceptions sur la privation de sommeil, et beaucoup aussi ces idées d'événements, puisque lorsqu'il y a une privation de sommeil à cause d'événements politiques, généralement c'est aussi en lien, mais on l'évoquera peut-être tout à l'heure dans l'historicisation, c'est généralement en lien avec l'idée d'événements. On en garde une mémoire la plupart du temps, à part les pratiques secrètes, on va dire, du politique, mais ça aussi je pourrais l'évoquer. Donc c'est dans le cadre de cet ouvrage que je vais essayer d'intervenir sur les nuits blanches politiques, enfin plutôt sur les émotions, pardon, excusez-moi, sur les émotions nocturnes politiques. Alors je tiens à le préciser, ce sont surtout à partir de contributions qui ont été faites par d'autres collègues. Donc je vais essayer de ne pas déformer leurs propos, mais je pense que j'ai quand même pas mal de bonnes réflexions à faire justement sur ces questions émotionnelles et qui tournent autour du politique.
Bien, merci beaucoup. Alors justement, je vous propose de poursuivre notre cheminement et puis progressivement de resserrer la focale autour de ces émotions nocturnes. Tout d'abord, peut-être alors une première interrogation, comme je le disais tout à l'heure, autour du rapport entre les émotions et le temps. Alors c'est vrai que pour les historiens, on le sait bien, le fait d'historiciser les émotions, ça permet de tenter de répondre ou d'apporter des réponses à des questions cruciales pour notre discipline, à savoir la question des permanences, la question des évolutions, la question des temporalités. Donc il y a ce point d'analyse sur lequel je souhaiterais vous solliciter, qui est celui de la question des temporalités des émotions. Notamment les émotions dans l'Antiquité, les émotions dans des périodes plus récentes. Et puis alors, en resserrant toujours notre focale et en nous intéressant cette fois au temps de la nuit, en changeant d'échelle, en quoi peut-on dire justement que, d'après vos travaux, la nuit est bien un temps propice à l'expression de ces émotions? Cédric, peut-être? Alors, historiser le phénomène, c'est un peu difficile pour moi, parce que c'est vrai que dans toutes les pièces d'Aristophane, les émotions sont importantes. Je vais simplement prendre comme exemple la première comédie conservée dont je vous parlais, Les Acarniens, moins 425. Les premiers vers comiques finalement qu'on ait conservés, c'est un long monologue, un monologue qui parodie les monologues tragiques d'Euripide. C'est Diceopolis, le héros justement, qui ouvre la pièce et qui fait un long monologue tragique, paratragique, puisqu'il se moque évidemment des procédés tragiques, et Diceopolis est en train vraiment de faire le compte de ses joies et de ses peines. Mais à quel point les émotions sont présentées d'emblée dans ces premiers vers qu'on ait conservés. Il parle d'ailleurs à un moment de ses peines, avec un néologisme comique, ses peines, un tari grain de sable. Alors, plusieurs fois, je vais citer quand même plusieurs fois Aristophane quand même, je vous parlerai donc de la traduction de Thiercy, c'est dans la collection La Pléiade, 1998. Là, vous avez les 11 pièces conservées d'Aristophane, et quand je lirai des passages d'Aristophane traduits, c'est cette traduction de Thiercy. Donc, vous voyez, déjà, dans ce premier, je vous dis, monologue qui ouvre cette première comédie, Diceopolis nous livre sa tristesse, son immense tristesse, puisqu'il arrive en fait à l'Assemblée, on est à l'aube, il arrive un peu en avance, mais il constate qu'il y a une abstention, déjà, donc il n'y a personne qui est là, alors qu'on doit discuter de la paix, qui est justement un sujet pour lui essentiel. Donc, on voit un héros qui est triste, mais dont l'énergie peut déjà susciter chez le spectateur l'admiration. Par la suite, dans la pièce, il va essayer de susciter l'indignation chez des personnages, mais aussi chez les spectateurs. Diceopolis va dénoncer la corruption des ambassadeurs, des hommes politiques, de l'armée, etc. Tout ça en vain. En fait, son premier plan échoue. Il n'arrive pas à prendre la parole à l'Assemblée et à défendre la cause de la paix. Donc il va passer justement à son deuxième plan dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire faire sécession, signer une paix personnelle entre lui et Sparte. Et ce qui me paraît intéressant là aussi à avoir en tête pour toute la pièce, c'est qu'en fait, il va y avoir un jeu de mots. En grec, la trêve, c'est spondai, c'est à la fois la trêve, mais c'est aussi la libation de vin. Et comme vous voyez, la libation qu'on fait pour fêter la paix, en fait. Et comme il s'agit vraiment de donner aux spectateurs envie de cette paix, parce que pensez qu'on est déjà, la guerre entre Sparte et Athènes dure déjà depuis plus de 5 ans, donc il y a des privations chez les spectateurs qui sont au théâtre, et donc il faut vraiment leur rappeler à quel point la vie était agréable en temps de paix, susciter chez eux des émotions qui pourront les ramener vers des désirs plus compatibles avec la paix, et donc on le voit, en fait, je vous dis, ce jeu de mots, spondai, entre la trêve et puis la libation, ce jeu de mots va être poursuivi pendant finalement toute la pièce. Alors ainsi, il va conclure, Diceopolis, une trêve de 30 ans. Il y a un ambassadeur qui a conclu la paix pour lui. Je voulais juste le passage justement où l'ambassadeur lui fait goûter, vous voyez, c'est ça, donc cette paix de 30 ans, il lui fait sentir. Donc il lui dit, alors, et c'est celle-là de 30 ans sur terre et sur mer? Diceopolis répond, ô Dionysie, celle-ci a une odeur d'ambroisie et de nectar, pas l'attente des vivres pour 3 jours. Et dans la bouche, elle dit, va où il te plaît. Celle-ci, je l'accepte, je la consacre, je la boirai toute en souhaitant bien du plaisir aux Acarniens. Quant à moi, délivré de la guerre et de ses maux, je vais rentrer pour préparer les Dionysies des champs.
voyez, pendant toute la pièce, on va avoir ce jeu, je vous dis, vraiment de montrer la paix de façon très concrète à travers cette libation de vin, hein, ce jeu de mots. Et puis on aura des tableaux frappants par la suite. On verra à quel point justement la vie de Diospolis est agréable, pleine d'émotions positives, grâce justement à cette trêve personnelle qu'il a réussi à conclure. Ensuite, par rapport à la deuxième question sur justement plutôt l'expression des émotions nocturnes, pour qu'on serre un petit peu notre sujet, si je pense donc aux deux comédies qu'on appelle féminines, hein, donc Lysistrata et l'Assemblée des femmes, on a deux, comme je l'ai dit, deux héroïnes en fait, hein, dans ces pièces. C'est vrai qu'ici, la nuit joue un rôle essentiel. Hein. Les deux pièces s'ouvrent alors qu'il fait encore nuit, et c'est vraiment un moment d'émancipation, hein, pour les femmes, qui vont pouvoir finalement avoir la force peut-être de s'affirmer. D'ailleurs, Lysistrata le confie elle-même. Hein. Je vous lis un passage très court, là encore, c'est elle qui parle, lorsqu'elle parle de son projet, qu'elle n'a pas encore exposé aux autres femmes. Elle dit « Il s'agit d'une affaire que j'ai soupesée et agitée durant de nombreuses nuits blanches. » Donc on retrouve ce thème de la nuit blanche. Et la nuit va lui permettre ensuite de réaliser son plan en donnant vraiment une force assez extraordinaire aux femmes. D'abord, les vieilles femmes qui sont comme regaillardies par la nuit, hein, elles ont réussi à prendre l'Acropole, puisque l'Acropole, c'est là où il y a le trésor. Il faut, si on veut faire la paix, il faut donc pouvoir mettre la main sur ce trésor. Donc les vieilles femmes qui ont une force extraordinaire pendant la nuit ont réussi comme ça à prendre l'Acropole. Et puis ensuite, Lysistrata, donc, elle, va les exciter, hein, justement, pour qu'elles puissent garder cette Acropole qui va ensuite être attaquée par d'autres, par des hommes. Si je pense ensuite à l'Assemblée des femmes, donc la deuxième pièce dont je vous parlais, là encore, évidemment, la nuit, dès le départ, est une alliée précieuse pour les femmes, puisque c'est à la faveur de l'obscurité que les femmes ont réussi à dérober aux hommes leurs habits, hein, puisque le projet de Praxagora, c'est qu'en fait, elles doivent aller à l'Assemblée à la place des hommes pour pouvoir justement donner le pouvoir, hein, aux femmes. Donc elles se sont déguisées en hommes. Et puis, alors là, les émotions sont un peu moins développées chez les femmes parce qu'elles sont au courant du projet. Hein, quand la pièce commence, elles savent pourquoi elles sont venues, pourquoi Praxagora les a réunies. Alors que chez Lysistrata, enfin dans la pièce Lysistrata, les femmes savent qu'il y a un rendez-vous, mais elles ne sont pas encore au courant du projet de Lysistrata. Donc là, c'est vrai que les émotions sont un petit peu moins développées, mais néanmoins, c'est vrai qu'on voit que grâce à la nuit, elles vont avoir aussi énormément d'audace, hein, de courage, pour pouvoir faire cette chose quand même qui paraît assez inouïe pour des femmes à l'époque, hein, prendre la parole finalement à l'Assemblée. Donc là encore, j'ai choisi un petit passage qui me paraît assez révélateur pour montrer l'importance aussi des émotions et à quel point la nuit justement va leur permettre peut-être de passer par-dessus. Donc c'est une femme qui pose une question à Praxagora. Hein, et comment un groupe de faibles femmes pourra-t-il haranguer le peuple? Donc Praxagora répond: penses-tu, rien de plus facile, si je ne m'abuse. Il paraît que ce sont les gars qui se font le plus défoncer, qui sont les plus terribles parleurs. Et par chance, nous sommes dans ce cas. Elle lui répond: je ne sais pas. L'inexpérience est chose terrible. Eh bien, n'est-ce pas exprès pour ça que nous sommes toutes réunies ici, afin de répéter ce que nous devons dire là-bas? Dépêche-toi donc de fixer ta barbe. Vous voyez vraiment dans ces deux pièces, au début, hein, les femmes sont vraiment rendues plus fortes grâce à la nuit. On pourrait presque dire finalement qu'un petit peu ici, la nuit est un peu le temps des sans-voix. Hein, ces femmes qui n'ont jamais le droit à la parole, qui ne doivent pas se mêler de politique, dans ces deux pièces, donc grâce à la nuit, on la force finalement de le faire et de nourrir les projets qui nous paraissent les plus, enfin surtout pour un Athénien à l'époque, hein, des projets extrêmement audacieux. Oui, merci. Je vais reprendre moi par rapport à comment historiser le phénomène. Alors sur l'ouvrage dans lequel je travaille, c'est depuis l'Antiquité. Alors c'est assez compliqué quand même d'essayer de remonter aussi loin, mais d'une manière globale, on s'aperçoit que les émotions nocturnes, en fait, sont vraiment liées au contexte historique, enfin au contexte historique et contexte politique de l'époque. En fait, elles s'expriment de manière différente selon si on est dans un temps de paix, selon on est dans un temps de tension, selon si on est dans un temps de débat parlementaire démocratique, selon qu'on est dans une dictature. Alors, d'une manière globale, pour essayer de schématiser ça, dans un temps troublé, les émotions vont être plutôt, dans l'expression des émotions politiques, vont plutôt être dans l'agitation, l'excitation. Nous avons une contribution de Nathalie Barandon, qui est professeure d'histoire
antique à l'université de Nantes, qui a fait une proposition sur Cicéron et qui nous présente un petit peu dans les derniers temps de la République. On est dans les années 40, 50, enfin avant Jésus-Christ, et donc elle marque qu'elle a beaucoup de témoignages sur les nuits de Cicéron qui sont vraiment très occupées, parce que pour lui c'est un moyen d'occuper ses nuits, tout simplement de prendre un ascendant sur ses adversaires. Pour lui, la nuit n'est pas inutile. Alors, bien entendu, il le dit que de temps en temps, il doit aussi se préserver, mais c'est un moyen, bien entendu, de s'imposer sur ses adversaires. Et dans son discours, il le signale, hein, que lui, il agit pendant la nuit, et au contraire, il occupe cet espace nocturne pour préparer des avantages politiques, et ses écrits, il les diffuse dès le matin, et il utilise aussi ses écrits pour décrédibiliser le comportement nocturne de ses adversaires politiques. En fait, lui, il occupe ses nuits à préparer bien entendu une vie politique, alors que les nuits de ses opposants politiques sont toujours dans la débauche, dans la luxure, de se promener dans les nuits. Et donc pour lui, dans un temps troublé, c'est un moyen de prendre un ascendant. Donc on voit bien que les émotions nocturnes deviennent un enjeu politique à un moment de trouble, plutôt un moment de trouble politique. Alors je ne parle pas de guerre civile, on n'est pas encore dans une guerre civile, mais plutôt de trouble politique. Alors pendant la vie parlementaire, je veux dire dans une démocratie, que ce soit pour la Troisième République ou autre, les émotions nocturnes se manifestent pas de la même manière. On a des débats nocturnes qui sont prolongés, donc qui peuvent être considérés par les témoins comme par les pratiquants comme des épreuves de veiller aussi tard. Pour d'autres, c'est aussi un moyen de prendre un ascendant, c'est-à-dire que si on continue à débattre, c'est qu'on en a la capacité physique, c'est qu'on a la capacité morale, donc on prend un ascendant politique à ce niveau-là. Donc là, on a une ouverture historiographique intéressante justement sur les débats parlementaires nocturnes, donc après, surtout dans la période contemporaine. En fait, les pratiques d'émotions nocturnes politiques avant 1789, c'est assez difficile de retrouver. Alors tout à l'heure, j'évoquerai des colleurs d'affiches. Je me souviens qu'on colle quelques placards au XVIIIe siècle de nuit. Mais sinon, c'est plutôt assez difficile de trouver des sources, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des manifestations politiques, mais c'est difficile de trouver des sources sous l'Ancien Régime. Autre temps qui est utilisé pour des émotions nocturnes particulières, j'évoquais tout à l'heure le cas de dictature. Nous avions eu une intervention quand nous avons travaillé avec Alain Bantous sur les événements historiques nocturnes. On avait une intervention de Stéphane Michonneau, qui était enseignant ici, qui maintenant est à Lille, et qui nous avait fait une très belle intervention sur le franquisme, et notamment une intervention qu'il avait intitulée, alors je ne veux pas trahir sa pensée, mais c'est « La torche et le hibou, pratique politique nocturne dans l'Espagne du premier franquisme ». Et en fait, il avait utilisé le hibou pour faire référence au cri de ralliement des maquis, qui à l'époque opérait uniquement de nuit. Donc là, on avait une manifestation violente, très forte de la part des résistants au franquisme, et il avait utilisé le terme de torche pour faire référence aux nombreux usages des torches lors des défilés nocturnes organisés par les franquistes, que ce soit dans le cadre de funérailles ou dans le cadre simplement de démonstrations de force, dans le cas de vouloir embrigader les populations, dans le cas d'émotions collectives. Donc il avait bien démontré ce double usage de la pratique de la nuit, une pratique collective instrumentalisée par le pouvoir, et une pratique qui reste collective aussi, mais qui est dans le secret, mais qui marque quand même les esprits. Alors, en quoi la nuit, au-delà du contexte historique, elle peut être propice effectivement à l'expression d'émotions politiques? Alors, j'ai essayé c'est difficile de créer une typologie, mais j'ai essayé de trouver une typologie des émotions nocturnes qui pourrait être une constante, si on veut, depuis l'Antiquité. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, déjà, c'est prendre un ascendant, ça c'est une réalité. La nuit est utile pour prendre position sur une action qu'on va mener. C'est aussi une tactique militaire qu'on retrouve aussi parfois. La nuit est aussi propice, comme je l'évoquais dans le cas de Cicéron, mais ça on le retrouve aussi dans d'autres exemples, est propice à l'écriture politique. Il y a Marjorie Alaphilippe qui fait une thèse justement sur Félix Faucon, un député
je ne sais plus si c'est de la Vienne ou... Oui, c'est ça, de la Vienne, pendant la Révolution, et qui a un temps d'écriture très particulier pendant la nuit, hein, qui suit les débats nocturnes et qui fait part de ses émotions, les émotions dans son écriture nocturne, ça c'est vraiment très intéressant, et puis des émotions ressenties par les députés lors des débats nocturnes. Donc il y a toujours cette notion d'écriture qui est importante. En termes d'émotion, je veux dire de représentation, il y a le veilleur politique, celui qui veille, l'homme politique qui est capable de veiller et qui crée l'admiration, qui est vraiment quelque chose qu'on retrouve depuis très longtemps. Je l'évoquais tout à l'heure avec Cicéron, mais on le retrouve dans certains écrits qui évoquent Robespierre, qui lui a veillé, ou Danton qui veillait parfois. Nous avons aussi la figure de Napoléon qui a travaillé beaucoup à faire comprendre qu'il passait des nuits à travailler, donc à être un homme politique très actif. Nous avons aussi une étudiante en thèse qui fait une thèse sur les représentations du sommeil au XIXe siècle et donc qui était intervenue dans le cadre d'une journée d'études, Sophie Panzira à Paris 1, qui elle a travaillé sur la nuit des communards, notamment à partir des caricaturistes. Et en fait, elle a montré que les communards sacrifiaient leur nuit pour travailler, pour essayer de réformer, pour essayer de montrer qu'ils avaient une cadence de travail qui méritait quand même le respect. Et dans leur représentation et dans leur caricature, eh bien, ils dévalorisaient ainsi le gouvernement de Thiers, le gouvernement versaillais, qui lui la nuit ne débattait pas et qui la nuit, eh bien, était lui aussi, ça c'est aussi comme quoi c'est une constante, la nuit était un temps de débauche, ils allaient voir les prostituées et ne travaillaient pas. Donc ça, c'est aussi une constante qu'on retrouve dans les émotions politiques. Et il y en a une dernière forme, mais je pense que je l'évoquerai tout à l'heure, c'est bien entendu la violence, la violence politique. Mais j'aurai peut-être l'occasion, notamment dans le troisième point sur les expressions des émotions, de parler un petit peu plus des violences politiques qui sont liées à ce temps particulier. Bien, merci. Alors, merci pour toutes ces analyses, ces précisions, et puis également pour la concision de vos réponses, puisque vous savez qu'on a un temps évidemment qui nous est compté. Moi, juste un élément de réflexion, mais après, ça sera l'objet peut-être d'un débat plus approfondi. Je trouve qu'il y a quand même quelques analogies entre l'histoire antique ou certains personnages antiques et la situation de la vie politique française actuelle. Mais ça, bon, c'est une appréciation personnelle. Il y a effectivement un thème complémentaire qu'il nous faut quand même aborder et qui a toute son importance, c'est celle de l'expression des émotions nocturnes. Donc appréhender les émotions comme véritable point d'observation en fait du politique et voir à partir de là comment on peut ou non d'ailleurs déterminer une singularité de ces émotions nocturnes par rapport par exemple à un registre émotionnel qui serait le registre émotionnel diurne. Donc je voudrais vous poser plusieurs questions à ce sujet-là. Est-ce que l'on peut revenir peut-être sur les ressorts émotionnels des acteurs de la nuit ? Réfléchir également à cette idée de singularité des émotions nocturnes. Je pensais notamment à la rhétorique. On parlait tout à l'heure, Cédric Germain, de la rhétorique. Est-ce qu'il existe une rhétorique nocturne spécifique ? J'ai en mémoire cette association que faisait Aristote entre le pathos et le logos, entre les affects et le verbe et la parole. Donc là, il y a effectivement un élément qui se pose. Et puis alors peut-être de manière un peu plus précise encore, peut-on parler, pour ce qui concerne du temps de la nuit, de la définition ou peut-on arriver à distinguer des communautés émotionnelles ? Et là, je pense plutôt à des analyses qui seraient justement des analyses genrées des émotions nocturnes, des analyses en termes de génération, par exemple. On a évoqué tout à l'heure la différence entre les hommes et les femmes dans l'Antiquité grecque par rapport à leur place à l'agora ou au forum, dans le cadre des débats politiques. Voilà, donc les communautés émotionnelles, le registre émotionnel nocturne, les ressorts émotionnels des acteurs de la nuit. Voilà 3 questions qui devraient pouvoir vous occuper quelques minutes, mais sans être trop long, s'il vous plaît, malgré tout. J'ai parlé aussi au départ de Lysistrata. C'est vrai que c'est une pièce où les émotions ont un rôle important et sont extrêmement complexes au début. C'est vrai que l'héroïne se sert d'émotions pour mobiliser les femmes et les rallier à la cause de la paix. Je vous lis un petit extrait. Ne vous manque-t-il pas les pères de vos bambins qui sont en campagne au loin ? Je sais bien que vous avez toutes votre mari absent du foyer.
Une lui répond, c'est vrai, le mien, par exemple, voilà 5 mois, ma pauvre chérie, qu'il est au loin en Thrace. Une autre, et le mien, ça fait 7 bons mois à Pylos. Il ne reste même plus la moindre escarbille d'amant. Vous voyez, cette importance, donc elle essaie vraiment de susciter, de rappeler le manque, hein, l'importance du désir chez les femmes. Et d'ailleurs, dans un premier temps, c'est aussi ces émotions qui risquent de menacer, on pourrait dire, son projet politique, parce que les femmes, lorsqu'elles apprennent vraiment son projet qui va être la grève du sexe, elles ont du mal à passer par-dessus leurs émotions, justement. Donc Lysistrata donne son projet, hein, eh bien nous devrons nous passer de quéquette. Pourquoi me tournez-vous le dos? Où allez-vous? Pourquoi faites-vous la grimace et secouez-vous la tête? Dites-moi. Pourquoi pâlissez-vous? Pourquoi versez-vous une larme? Vous le ferez ou vous ne le ferez pas? Quelles sont vos intentions? Une réponse, je ne le ferai pas, que la guerre suive son cours. Une autre, moi non plus, nom de Zeus, que la guerre suive donc son cours. Une dernière, tout ce que tu veux, d'autres, tout. Je consens même au besoin à traverser le feu pieds nus, oui, plutôt que ça, que la quéquette. C'est qu'il n'y a rien de mieux, ma chère Lysistrata. Vous voyez vraiment que les émotions sur lesquelles joue finalement Lysistrata menacent à un moment de se retourner contre elle. Et puis après, après les femmes évidemment vont réussir à passer par-dessus ces émotions véritablement pour décider de façon ferme une grève du sexe. Mais même lorsqu'elles sont dans l'acropole, plusieurs essaient de s'enfuir, hein, tellement le désir et le manque se fait ressentir. Donc les émotions sont toujours prégnantes, surtout la nuit d'ailleurs. Hein, c'est de nuit qu'elles essaient de s'échapper de l'acropole pour essayer de retrouver leur mari. Donc à la fois, vous voyez, ce mélange des émotions au niveau des personnages, hein, sur la scène, mais même au niveau du cœur, dans cette pièce, les émotions sont extrêmement complexes et importantes. Le cœur est divisé en deux, hein, dans cette pièce. Donc il y a un cœur de vieille femme, justement, qui a pris l'acropole, celle dont je parlais tout à l'heure, et puis il y a un cœur de vieux, hein, de vieux hommes extrêmement agressifs qui veulent brûler vives les femmes qui se sont retranchées dans l'acropole. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette pièce s'ouvre avec des émotions, vous voyez, quand même, qui sont extrêmement fortes. Hein. Ensuite, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a finalement peut-être quand même, si on essaie d'associer ces émotions nocturnes et la nuit, souvent dans les comédies d'Aristophane, au départ, donc comme on l'a vu déjà, hein, les émotions sont plutôt du côté de l'agressivité, de la colère, de la révolte, hein, si on prend Lysistrata ou l'Assemblée des femmes, mais à la fin, c'est vrai que la nuit est associée à un temps d'apaisement, hein, de joie générale, comme on le disait. Bon, c'est vrai que souvent les comédies se finissent à la nuit tombée, et il y a des festins qui permettent de réunir les gens dans des émotions qui sont beaucoup plus, on peut dire, positives. Hein. Alors c'est vrai que dans les Lysistrata, il y a comme ça un banquet qui est donné à la fin pour les Athéniens et les Spartiates. Dans l'Assemblée des femmes, on nous promet aussi un banquet, hein. Et même dans les Acarniens, dont je vous parlais, simplement Dicéopolis a simplement conclu une trêve uniquement pour lui, mais on le voit qu'il reçoit énormément de denrées sur son marché, et à la fin, on a quand même une scène qui est extrêmement frappante et qui, là encore, a donné des émotions finalement assez fortes aux spectateurs. On est à la nuit tombée, hein, et on a une scène qui oppose un général qui s'appelle Lamachos, c'est un général réel qui a existé. Alors, il faudra qu'il ait un nom un peu particulier, parce que son traduit, ça veut dire bataillard, hein, et vraiment le nom de l'emploi. Mais ce général a existé, donc il est sur scène, il va partir à la guerre, et on a de l'autre côté Dicéopolis qui, lui, est en train, évidemment, de goûter les joies de la paix. Et le cœur, hein, constate à la fin, vous voyez, allez et bonne chance pour votre expédition. Comme elles sont différentes, les routes que vous allez toutes deux suivre. Lui va boire avec une couronne sur la tête, alors que toi, tu vas monter la garde en grelottant, pendant qu'il ira coucher avec une jeunette juste à point, qui lui massera vigoureusement le machin. Vous voyez à quel point, là encore, les émotions sont importantes au niveau des spectateurs pour montrer l'opposition entre la guerre et la paix. Émotions aussi qui sont encore liées à la nuit, puisqu'on est à la nuit tombée. Ensuite, ce qui me paraît intéressant par rapport aux questions que tu posais, c'est vrai que c'est par rapport peut-être la place des hommes et des femmes. Parce que c'est vrai que dans les comédies d'Aristophane, les femmes grecques, comme je vous l'ai dit, dans Lysistrata et dans l'Assemblée des femmes, ont évidemment un rôle essentiel. Et il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, les femmes grecques des classes moyennes et des classes aisées passaient leur temps essentiellement dans la pièce familiale, hein, qu'on appelait le gynécée. Et donc, pour un Athénien de l'époque, voir ces femmes qui veulent prendre la parole, veulent aller à l'Assemblée et qui se mêlent de politique, qui exposent aussi évidemment devant tous, hein, leurs émotions. Encore pire, elles le font de nuit, puisqu'elles se sont échappées de leur maison et de leur mari, hein, qu'elles ont réussi à tromper et à berner. Donc tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui devait être extrêmement frappant pour les Grecs de l'époque.
Alors, au niveau des genres, c'est quand même un peu plus compliqué et complexe, drôle d'ailleurs aussi, parce qu'évidemment, il faut penser qu'à l'époque, les rôles sont joués par des hommes. Il n'y a que les hommes qui jouent. Donc, vous voyez, si on prend l'assemblée des femmes, ça veut dire qu'on a en fait au début des hommes qui sont déguisés en femmes, qui vont se déguiser en hommes. Donc il y a quand même un mélange assez drôle. Même chose dans Lysistrata, où vous avez là encore des hommes qui sont déguisés en femmes et qui vont jouer avec le désir des hommes. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a tout un jeu autour des genres qui est quand même assez complexe. Alors après, au niveau générationnel, c'est vrai qu'Aristophane, bon, évidemment, c'est la caricature là encore, je dirais de façon générale, les vieux, enfin les hommes vieux et les femmes vieilles sont vraiment dans des émotions toujours exagérées. On est très très loin du vieux sage Nestor dans l'Iliade. Là, c'est vraiment des excités dans tous les sens, acariâtres, libidineux, jaloux, violents. Si on prend le cœur des Acarniens, si on prend le demi-cœur de Lysistrata, c'est vraiment des vieillards qui sont déchaînés et dont la nuit ravive encore la violence, même violence aussi sexuelle. Dernier point dont on pouvait parler là, par rapport à la rhétorique, comme je vous le disais, c'est vrai que je pense que dans la rhétorique, quand même, l'émotion est toujours assez importante. Enfin, le poids donné aux émotions est toujours assez important dans les discours. On le voit bien encore aujourd'hui dans les discours politiques. Moi, dans les pièces que j'ai analysées, il n'y a pas vraiment de différence, si je peux dire, entre les discours de nuit et les discours de jour. C'est vrai que Lysistrata, Praxagora, elles recourent beaucoup aux émotions, mais elles sont capables aussi de faire des discours long, argumenté, où ça justement bien joué à la fois sur le logos et aussi sur le pathos. Donc il n'y a pas vraiment de différence majeure dans ce que j'ai vu en tout cas entre le jour et puis la nuit. Merci. Guillaume Garnier. Oui. Oui, alors même question sur les ressorts émotionnels des acteurs de la nuit, entre individualité et collectivité, et émotions positives ou négatives. Alors moi j'avais noté, puisque j'en avais parlé tout à l'heure, d'émotions plutôt positives, c'est-à-dire autour de la construction d'une figure positive du veilleur nocturne, c'est-à-dire celui qui est capable pour surpasser ses adversaires de veiller. On construit aussi des images individuelles qui s'opposent à des émotions collectives de celui qui a fauté parce qu'il n'a pas réussi à veiller. Donc on a le cas très célèbre notamment donc de Lafayette lors des journées des 5-6 octobre qui s'est endormi et qui va prendre le sobriquet par la suite de Général Morphée. Donc on a des estampes qui se développent, notamment il n'a pas réussi à une estampe, je parle de la terrible nuit du 5 ou 6 octobre 1789 qui représente Lafayette en train de dormir pendant que la foule, elle, est amassée. Donc on a une émotion collective qui est mobilisée et une émotion individuelle, celle de la faiblesse de Lafayette, et qui va construire toute cette image pendant très très longtemps parmi les ennemis de Lafayette. Donc on a ici des expressions, des contre-expressions des veilleurs politiques. Autre forme d'expression émotionnelle individuelle et qui essaye d'attirer vers elle des émotions collectives, c'est le cas des pratiques du secret. Généralement, alors ça peut être bien entendu des sociétés secrètes, l'anarchisme. Nous avons le cas de Sébastien Carnet, qui est maître de conférence à l'Université de Bretagne, qui a évoqué le mouvement nationaliste breton et notamment d'un leader du Parti national breton, qui s'appelle Lenné, je suis en train de chercher, j'ai oublié son... Sébastien Lenné aussi, qui avait construit un parti nationaliste qui se réunissait de nuit, et il prenait effectivement à cœur de veiller la nuit pour s'opposer justement à la logique diurne des hommes politiques. Alors il a connu son moment de gloire en 1932, le 7 août 1932, lorsqu'il commet un attentat à Rennes avant le passage du président Hérault. Et à ce moment-là, il attire autour de lui parce que justement il veille la nuit et ça intrigue. Il y a un pouvoir d'attraction. Il défie la surveillance, comme il va défier la surveillance lors de cet attentat, parce que les rues étaient éclairées à cette époque, mais elles étaient éclairées jusqu'à 4h30 et il attend 4h45 pour commettre son acte. Donc là, on a un mouvement nationaliste qui se construit dans la nocturnité, puisqu'il a développé tout un tas même par la suite, de calendriers mystiques où il fait de la nuit du jour et le jour de la nuit. Donc là, et cette émotion individuelle, sa propre conduite, attire autour de lui et intrigue. Il y a des réactions positives et négatives. Bon, ce sont les réactions
plutôt négatifs qui vont l'emporter par la suite, puisqu'il s'engagera du côté des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, aussi, on a des mouvements qui sont, puisque tu nous avais demandé de nous interroger aussi sur les mouvements un petit peu paroxysmiques. Nous avons une contribution, là, vraiment, je pense, qui illustre bien ce type d'émotions provoquées autour de certaines pratiques nocturnes. Nous avons Karine Ramondi qui était intervenue, notamment lors de notre journée d'études, sur l'assassinat politique des leaders africains. Donc elle utilisait les termes qu'elle justifiait de chasse à l'homme nocturne, notamment autour de quelques leaders africains. Alors j'ai noté l'exemple notamment de Patrick Lumumba, qui était un leader d'indépendance de la République du Congo. Alors je vous lis, c'est un extrait, parce que comme il y a des détails, je vais plutôt la citer, qui était une figure très emblématique du mouvement d'indépendance, donc qui est mort assassiné le 17 janvier 1960. Nous sommes dans la province du Katanga, qui a fait sécession quelques mois plus tôt. Et donc, après une brève détention, vers 20h, une fois la nuit tombée, le prisonnier est transféré vers le lieu de son exécution en pleine forêt. À 21h43, il est abattu. Le corps est enterré dans une fosse creusée au préalable. Alors, entre 20h et 21h43, il y a eu une chasse à l'homme, donc qui est restée, bien entendu, du côté des autorités françaises, peu publiée, mais dans les collectivités autour, on en a bien entendu parler. Et donc le corps est enterré à 21h43 dans une fosse creusée rapidement. Après, il va être déterré et déplacé. Dans la nuit du 22 au 23 janvier 1961, suite a priori, selon les ordres du ministère de l'Intérieur donc de l'époque, de faire littéralement disparaître le cadavre. Et donc l'officier français qui va s'occuper de ça, c'est avec une petite équipe restreinte, va découper le corps, le dissoudre dans l'acide sulfurique. Et il a fallu donc plusieurs nuits pour faire disparaître le corps. Donc là, bien entendu, ça a été bien évoqué dans les milieux indépendantistes, ça s'est su, c'est rentré bien entendu comme un moment véritablement particulier, sachant que les nuits en Afrique ont aussi des connotations très particulières dans l'imaginaire collectif. Donc, il ne s'agit pas de dramatiser, mais une des pistes aussi que j'avais évoquées sur la rhétorique émotionnelle, c'est que d'une manière globale, cet exemple-là n'en est pas un, mais ça me rappelle qu'il y a une tendance à la dramatisation, d'une manière générale, des événements politiques nocturnes. On veut les dramatiser, notamment les lieux d'insurrection, le fait que la nuit soit un handicap, et donc ça me permettait d'en parler à ce moment-là. Le dernier point que tu nous avais demandé d'évoquer, c'était la question genrée. Bon, malheureusement, parmi toutes les contributions, je n'ai pas véritablement d'exemple. Alors, il y en a un qui m'est venu tout à l'heure à l'esprit, c'est peut-être, là encore, pendant la Commune, le phénomène des pétroleuses, où on a quelques témoignages de ces jeunes, de ces communardes qui mettaient qui ont développé cette idée de mettre le Paris totalement, de brûler les principaux monuments politiques de Paris. Et donc on a toute une mémoire collective autour de ça, tout un imaginaire d'ailleurs largement fantasmé de ces femmes, de ces pétroleuses avec du pétrole qui mettaient le feu pendant les nuits. Donc là c'est le seul exemple qui me viendrait à l'esprit au niveau des exemples genrés. Bien, merci beaucoup. Alors, bon, là encore, je vois le couperet de la montre, et je pense qu'il est important qu'on conserve un temps suffisant pour le dialogue avec le public. Donc, je vais peut-être en arriver simplement à un dernier point, vous interroger, vous poser une dernière question sur un dernier aspect qui me semble important aussi par rapport à cette question des émotions nocturnes, c'est le rapport que l'on peut faire entre les émotions nocturnes et les espaces nocturnes. Autrement dit, existe-t-il une géographie nocturne sensible au sens d'un espace qui serait habité par des représentations ou par des attachements spécifiques, singuliers, durant le temps de la nuit? Voilà, ce rapport entre émotion et géographie sensible. Guillaume, peut-être, tu as le micro? Oui, alors j'ai le micro, et puis alors j'ai un exemple de contribution justement sur les espaces politiques nocturnes, notamment sur les espaces électoraux, qui va me permettre aussi de parler des violences politiques, puisque je les ai pas vraiment évoquées. François Audigier de l'Université de Lorraine nous a fait une très belle contribution sur la nuit, qui était un moment propice de la violence politique après 1945.
Et il constate, à partir d'un certain échantillon dans les années 50 et je crois fin des années 60, le deuxième échantillon, que l'espace électoral pouvait être un espace véritablement de rivalité, qu'il fallait occuper l'espace électoral lors des élections. Alors lui, et même d'ailleurs un espace d'exercice de la violence, hein, pour pouvoir contrôler cet espace. Et lui, il voyait 3 types d'activités militantes pour occuper ces espaces politiques. Alors, il parlait tout d'abord de premier type de violence, c'est-à-dire les perturbations des meetings, qui avaient lieu notamment au début des années 50. On perturbe le lieu des meetings pour montrer qu'on est présent. Donc, comme les meetings ont lieu la plupart du temps en fin de soirée, vers 20h, eh bien, ça se prolongeait effectivement assez tard dans la nuit. Donc, toujours toute réunion publique, d'ailleurs, qui avait lieu la nuit, les militants essayaient d'occuper l'espace électoral de leurs adversaires. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs bien avant 1945, ces affrontements entre les colleurs d'affiches, bon, qui interviennent toujours durant la nuit. Il faut qu'au matin, on ait occupé l'espace. Donc ça, on le retrouve sous la 4e, sous la 3e République, et même on retrouvait un petit peu avant. Donc on choisit le moment de la nuit. Alors le mieux, c'est de passer après que les autres soient déjà passés. Donc ça, c'est pas toujours facile. Et puis le troisième type de moyen d'occuper l'espace électoral et aussi de violence politique, c'était les attentats contre les permanences. Donc notamment de la vitrine brisée. Des vitrines brisées, des locaux dynamités, explosifs et autres qui pouvaient encore s'exercer. Alors toujours durant la nuit, bien entendu, pour éviter les témoins. Alors d'une manière générale, il s'est aperçu, François Oligier, que c'était des opérations qui étaient uniquement collectives. On ne le faisait pas individuellement et on le faisait collectivement par petits groupes de militants. Parce qu'il arrivait malheureusement que parfois ces petits groupes de militants croisent des petits groupes de militants adverses. Donc il valait mieux le faire pendant ces heures avancées, bien entendu en groupe. Donc là on a un exemple, alors il y a Nuit debout bien entendu, aussi d'exemples où on a essayé où ces groupes ont essayé d'occuper l'espace à des moments qui sont en dehors des manifestations, mais ça c'est un autre thème qu'on pourrait évoquer. Je m'arrête là pour laisser du temps peut-être. Donc Cédric, sur la géographie nocturne des émotions. Moi, c'est ça. Je vois des endroits qui sont liés évidemment à Athènes, des lieux aussi liés aux élections. C'est vrai que dans l'Assemblée des femmes, comme elles veulent aller les premières parler à l'Assemblée justement dès l'aube, elles se sont réunies la nuit dans les rues d'Athènes, hein, tout près de l'Assemblée, donc un lieu qui avait été évidemment stratégique. Bon, même chose pour Dicéopolis. Dicéopolis, s'il veut prendre la parole, il veut se faire entendre à l'aube, mais il arrivait aussi dès la nuit sur le lieu de l'Apnix, avant que l'Assemblée ne s'ouvre. Et puis, autrement, dans l'Lysistrata, c'est plus finalement un lieu religieux, symbolique important à Athènes, l'Acropole, puisque, en fait, je vous l'ai dit, les vieilles femmes, avant que la pièce commence même, en fait, on apprend que les vieilles femmes ont déjà occupé l'Acropole pour bloquer le trésor. Et puis, la réunion qu'a prévu Lysistrata, elle a lieu en fait, on nous dit près des Propylées, donc au pied de l'Acropole, à côté de l'ouverture de l'Acropole, et c'est là que Lysistrata va réunir ses troupes pour essayer donc de les pousser à faire la fameuse grève du sexe. Donc c'est vrai que chez Aristophane, c'est vraiment, on va dire, des lieux qui sont liés soit à la vie politique, à l'Assemblée, sur l'Apnix, ou alors l'Acropole, un lieu important évidemment pour la vie religieuse à Athènes. Bien, merci beaucoup et merci également pour le respect de ce timing et malgré tout la possibilité d'apporter un certain nombre d'éclairages sur ce sujet des émotions nocturnes. Je voudrais simplement peut-être faire deux, trois remarques par rapport à vos propos et puis ensuite on ouvrira le débat peut-être pour préciser tel ou tel point qui aurait pu être laissé un petit peu dans l'obscurité. Pour reprendre la thématique de notre table ronde, je pense que d'abord vos propos mettent bien en évidence tout l'intérêt qu'il y a à étudier le politique au prisme des émotions, puisqu'on se rend bien compte que dans l'organisation politique des sociétés du passé,
ces émotions sont un ressort véritablement de compréhension et de fonctionnement. Et puis pour le coup, il y a aussi l'intérêt, c'est ce que je pense qu'on a essayé de montrer durant cette table ronde, l'intérêt de croiser les disciplines et de croiser les regards. Et alors là, je me place évidemment du point de vue de l'historien, mais pour l'historien spécialiste de l'histoire culturelle, spécialiste de l'histoire politique, la littérature, et notamment la littérature ancienne, est évidemment une source précieuse pour arriver à étudier cette mobilisation des émotions collectives. Et puis, ce que vous avez montré aussi, me semble-t-il, c'est l'intérêt aussi de porter son regard sur le temps long. Puisque finalement, dans cette question des émotions, on peut observer à la fois des sensibilités finalement qui sont j'allais dire, des sensibilités humaines atemporelles en quelque sorte. Et puis en même temps, on a bien effectivement des émotions qui sont inscrites dans une identité ou dans des normes d'une époque. Et puis peut-être la quatrième réflexion que je voulais faire, c'est le fait que c'est revenir en tout cas ou insister sur cette importance de la temporalité des émotions à différentes échelles. Et pour le coup, il me semble que cette focale justement du temps de la nuit apporte un certain nombre d'éléments qui permet de considérer cette temporalité comme porteuse véritablement d'enjeux forts, à la fois sur le plan politique et sur le plan des émotions. Et donc je pense qu'il y a effectivement tout intérêt c'est un chantier qui est en cours, que l'on vous a présenté. La thèse de Cédric Germain est actuellement en phase embryonnaire, on va dire. Tu entames ta deuxième année. Guillaume Garnier donc, est actuellement en train de mettre au point la publication de cet ouvrage sur les nuits politiques. Donc c'est un champ qui est en friche. Dans à la fois l'histoire et la littérature, mais je pense que c'est un champ qui est tout à fait porteur et prometteur. Donc merci à vous deux de vos interventions, et puis j'ouvre évidemment immédiatement le débat pour qui souhaite poser une question et interroger nos intervenants. Alors Frédéric Chauveau pour la première question. Non, en fait, j'en ai pas une, j'en ai trois. C'est trois petites questions avec trois petites remarques. Non, le premier cas, c'est est-ce que de temps en temps, il n'y a pas de la part des narrateurs ou des autorités la tendance parfois quand même à relativiser donc l'importance de la nuit. Je pense en particulier à quelques affaires du 19e siècle à Châtellerault ou à Poitiers, où on crie par exemple nuitamment donc à Balleroy. Donc il y a l'instruction judiciaire qui est conduite, et puis après on voit que le représentant du ministère de l'Intérieur dit c'était pas si grave que ça, on va peut-être pas continuer et mobiliser trop de monde. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce premier élément peut-être parfois de relativiser donc l'importance? Deuxième élément peut-être, est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps avec la nuit, c'est pas simplement l'aggravation, c'est l'exaspération. Alors, je pense il y a des exemples classiques au 19e siècle, par exemple la balade des cadavres. On promène nuitamment avec les torches allumées donc un cadavre dans les rues de Paris, et ça débouche par exemple sur l'émeute de 1832. Donc la nuit comme événement politique pour exaspérer à ce moment-là les passions et donc les émotions. Et puis, troisième élément qui me semblait important et qui était absent de vos présentations, c'est la question de l'effacement des traces. Et donc le fait de faire disparaître totalement donc les émotions. Et dans le cadre de répression politique, que ce soit la Commune de Paris ou juin 1848, il y a une volonté par exemple de faire disparaître nuitamment donc les cadavres. On mobilise des tapissières et il ne faut absolument pas que ce soit vu, sinon ça risquerait à ce moment-là de provoquer des émotions considérables. Voilà donc trois entrées peut-être aussi qui permettent peut-être de compléter donc le point de vue ou l'analyse sur les événements nocturnes. Alors, qui souhaite apporter des réponses? Les réponses sont plus pour toi, à mon avis, non là? Oui, alors j'ai noté les 3 points. Alors sans relativiser, au contraire, moi j'ai pas beaucoup travaillé sur ce type d'affaires, parce que justement je cherche les affaires nocturnes et les événements nocturnes qui ont laissé des traces. C'est déjà difficile de les trouver, donc ceux qui ont été relativisés ont dû m'échapper justement, puisque si ils ont laissé peu de traces, j'ai pu penser qu'ils n'étaient pas effectivement des événements historiques. Donc là, j'en ai pas véritablement. J'avais noté sur l'exaspération, alors c'était une autre forme d'exaspération qui est au contraire liée au danger de la nuit et aux réactions des communautés sur l'inefficacité, là encore réelle ou supposée, de la surveillance nocturne.
qui est quand même quelque chose qu'on retrouve pendant très très longtemps dans tous les récits qui évoquent les activités nocturnes, c'est-à-dire sécuriser les rues, les moyens de sécuriser les rues, l'éclairage qui n'est pas suffisant, l'exaspération, si on prend les exemples de Poitiers, et les rues commencent vraiment à être éclairées dans les années 1830, mais les becs de gaz qui alimentent l'éclairage nocturne sont fréquemment cassés volontairement, et donc l'exaspération des habitants qui ne savent pas ce qui se passe dans les rues parce qu'on n'en fait pas réparer et que c'est parce que ça coûte très cher. Donc là, c'est plutôt ce type de forme d'exaspération de communauté face à justement des événements nocturnes qui peuvent être des événements politiques, insurrectionnels ou autres, et qu'on ne soit pas capable de contrôler les nuits. Moi, c'est plutôt ça que je verrais. Alors, l'effacement des traces, alors il y a un exemple qui était celui de Karine Ramondi que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que autant ça se savait qu'il y avait des exécutions nocturnes, autant en France il a fallu très très longtemps, puisque les écrits de Karine Ramondi datent de... Donc là ça fait 3-4 ans qu'elle travaille dessus, ça fait une dizaine d'années qu'on a plus de certitude sur ces événements. Elle a travaillé sur des carnets d'anciens militaires qui évoquent ces événements. Donc là il y a un effacement des traces qui est clair. Sur d'autres affaires, effacement des traces, j'en vois pas, mais je pense, bien entendu, je suis d'accord avec vous, que là, il y a aussi une piste, et on pourrait trouver des choses, ouais. Cédric, Germain, non ? Peut-être juste un élément complémentaire par rapport à ce que tu disais. Il y a eu des travaux qui ont été menés, on évoquait tout à l'heure la question de la peine de mort et des exécutions, justement. Donc là, on est aussi dans l'effacement des traces, c'est-à-dire que progressivement, face à la sensibilité de la population, des exécutions qui au départ se passent en place publique et sont un spectacle, sont ensuite progressivement donc exercées dans les murs d'une prison, à l'abri de tous les regards. Donc on est aussi dans cette logique effectivement du lien entre effacement des traces et mobilisation des émotions collectives, bien sûr. Autre question, autre interrogation. Alors, madame, je ne sais pas si... Merci. Bon, je veux dire déjà que ça m'a semblé très intéressant. J'ai découvert tout un univers, des questions, des thèmes vraiment auxquels je n'avais pas pensé. Alors, j'ai une question qui va peut-être sembler hors sujet, mais je la pose quand même. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur ce qui fait que l'être humain, qui est pourtant un être diurne, augmente son audace la nuit ? Est-ce qu'il y a une influence hormonale ? Est-ce qu'elle est seulement sociologique ? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, l'audace est décuplée et c'est ce qui ressort des débats. Le terme audace est revenu souvent chez Cédric Germain, et j'aimerais savoir pourquoi cette audace atteint son paroxysme la nuit, alors que nous sommes des êtres diurnes. Moi, je pense que dans les deux comédies d'Aristophane que j'ai étudiées, Lysistrata et l'Assemblée des femmes, comme ce sont justement des femmes, je vous ai dit à l'époque athénienne, c'est vrai que leur liberté est quand même très contrôlées entre guillemets dans la journée. Donc c'est vraiment le moment, la nuit, justement, où elles ont pu fuir leur foyer et où elles peuvent s'affirmer, s'affranchir, et justement libérer peut-être toute leur frustration, toute leur colère, et toute leur volonté de changement. Après, je ne sais pas s'il y a des explications plus physiologiques ou... D'une manière physiologique, moi j'ai pas de réponse, mais on peut penser que la nuit est un temps qui permet, à mon avis, l'audace. C'est-à-dire qu'on peut permettre de déambuler dans les rues, on a l'obscurité qui nous protège, on a le fait qu'on est face à des personnes qui normalement dorment, c'est beaucoup plus facile. Donc on a notamment au niveau de la criminalité, on a une possibilité d'agir plus facilement la nuit. Maintenant, par rapport à des enquêtes qui auraient pu être faites, il ne faut pas non plus surestimer les actions nocturnes. Il ne faut pas croire que la criminalité nocturne, dans les temps anciens, 18e et 19e siècle, soit beaucoup plus présente que la criminalité diurne. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose effectivement physiologique derrière, mais en tout cas, c'est un temps qui favorise, ça c'est une certitude, peut-être pour des personnes qui veulent passer à l'acte à ce moment-là, et qui peut-être n'oseraient pas, c'est vrai, de jour.
Et ça, on retrouve dans les archives judiciaires. C'est pas dans le champ du politique, je peux pas vous répondre. Dans les archives judiciaires, on retrouve des personnes dont on est étonné qu'elles aient osé de nuit se rendre chez leurs voisins, des femmes qui se réveillent, qui sentent un bras à côté, et elles n'ont pas de lumière, elles touchent un autre bras, et voilà. Et c'était le voisin, tout simplement, qui en profite de la nuit, alors que c'était pas un criminel avéré. Donc ça serait plutôt voilà, une facilité pour passer le passage à l'acte. J'ai pas de réponse médicale à vous apporter derrière, sinon. Peut-être juste si je peux apporter également un complément sur les aspects politiques, parce que nous en discutions ce midi justement en déjeunant, en évoquant la personnalité de notre président de la République et le fait que visiblement il travaille extrêmement tardivement et sollicite ses conseillers le soir très tard, enfin la nuit d'ailleurs, jusqu'à 2-3 heures du matin en envoyant des SMS, etc. Et donc nous rappelions dans la discussion qu'il y a là une véritable construction. C'est-à-dire la volonté aussi, en dehors des capacités que peuvent avoir chacun à veiller et à être actif la nuit, mais il y a aussi l'image que l'on veut renvoyer de quelqu'un d'énergique, évidemment, qui travaille, et qui est au travail très tardivement. Et en rappelant notamment que ces comportements-là relèvent bien aussi d'une construction historique, c'est-à-dire ne sont pas quelque chose qui sont inscrits dans le temps long. Je rappelais à midi que le général de Gaulle, par exemple, avait des habitudes très strictes de se coucher extrêmement tôt, et que lorsque les dîners protocolaires avaient tendance à durer parce qu'ils avaient commencé un peu tard, il faisait sauter un certain nombre de plats pour être sûr de se coucher à 9h ou grand maximum 10h le soir. Vous voyez, donc on n'est pas du tout dans la même logique, on n'est pas dans les mêmes représentations. Alors il y a l'aspect sans doute physiologique évidemment que vous évoquez, mais il y a aussi l'aspect représentation et construction de la personne et de l'image que l'on veut renvoyer de soi-même dans cette mobilisation de l'activité nocturne. Oui. Autre question au fond. Oui, moi je voudrais parler d'un autre aspect, c'est la guerre, qui est évidemment un théâtre d'émotion et qui se passe de plus en plus la nuit. Alors ça a commencé, si je ne m'abuse, avec le cheval de Troie, puisque les Grecs sortent du cheval la nuit pour incendier Troie. Bon, et puis petit à petit, on a vu de plus en plus les opérations se dérouler la nuit. Alors ça a commencé par les mouvements des troupes. Et puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les villes allemandes ont été incendiées par la RAF. Bon, le Blitz, évidemment, à Londres. Et puis, les bombardements anglais, c'était toujours de nuit. Bon, pour plusieurs raisons, parce que d'une part, les avions n'étaient pas repérables, mais d'autre part aussi parce que ça terrorisait davantage les populations. Et puis maintenant, c'est devenu la norme pratiquement, c'est-à-dire que le parti qui est le plus fort agit de nuit parce que lui, il voit, il maîtrise le temps. Donc je pense que ça peut être aussi un axe de recherche, parce que c'est quand même une sacrée émotion, la guerre. Oui, je ne suis pas spécialiste du tout de l'histoire militaire, mais c'est lié aussi aux techniques. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est à Marignan, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'est à Marignan qu'on est obligé d'arrêter la bataille parce qu'il fait nuit et on ne peut plus se battre. Donc c'est vrai que c'est aussi un problème technique de se battre de nuit sur certains champs de bataille. Donc c'est vrai que parfois, soit elle s'interrompt, soit elle reprend au petit matin. Il me semble que c'est Marignan, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a une bataille célèbre où on s'arrête, où les armées ne bougent plus et elles reprennent au matin parce qu'il n'y avait pas eu d'avancée décisive. Bon, je pense que c'est lié aussi beaucoup aux avancées technologiques qui sont nécessaires aussi pour mener ça. C'est vrai que la nuit permet les attaques. Bon, c'est pas une guerre dans les Lysistrata, mais quand les femmes au début, enfin les vieilles femmes occupent l'acropole et la prennent de nuit, bon, évidemment la nuit permet de le faire, parce que le jour n'aurait pas permis. Hein. Donc c'est valable, je pense, pour pas mal d'exemples. Bien, nous avons peut-être le temps pour une dernière question. Il est 3h25. Oui. Alors, il y a deux questions. Alors, monsieur, allez-y, vous aviez le micro, et puis ensuite Jean-Clément Martin. Peut-être au niveau paradoxal, la nuit, c'est aussi le moment de la fatigue. Et dans quelle mesure la fatigue peut constituer un élément important dans certaines formes d'exacerbation, d'espèces de retournement où on dépasse cette fatigue et on ne se contrôle plus. Alors, oui, ça c'est clair que la fatigue joue un grand rôle. Notamment, je parlais des débats parlementaires tout à l'heure. On essaye de s'imposer par la fatigue, c'est-à-dire que celui qui garde la tribune va pouvoir parler plus longtemps
en a la capacité physique et va jouer sur la persuasion. On l'avait évoqué notamment lors de notre journée d'études sur les nuits blanches politiques. Véritablement, c'est un moyen d'imposer la décision. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est majeur. Hein. C'est-à-dire, ceux qui cèdent, eh bien, ne peuvent plus voter, ne sont plus là, et on gagne une majorité comme ça. On vient voter ou on se réveille en pleine nuit pour ceux qui... On les appelle au dernier moment. Donc c'est un moyen. La fatigue, il y a un angle d'attaque autour de la fatigue, même pour exacerber les tensions, quand les tensions sont exacerbées. Alors moi j'avais vu ça dans les archives judiciaires, on voit qu'il y a beaucoup plus de tensions de nuit. C'est-à-dire quand on est fatigué, on a moins de patience. Ça, c'est pas nouveau. Donc c'est vrai qu'on a un point d'attaque ici qu'il faudrait développer. Je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, mais au niveau politique, ça c'est certain. Il y a peut-être même l'effet inverse, c'est-à-dire que là je pensais notamment aux négociations diplomatiques au niveau européen qui sont toujours très, très, très tragiques dans leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire que souvent les traités européens sont arrachés à la dernière extrémité de nuit et finalement on voit que la fatigue conduit aussi à quelque part les différents négociateurs à relâcher leur garde et à accepter des choses ou à accepter un consensus ou un compromis qui n'aurait pas été accepté quelques heures auparavant lorsque tout le monde est encore très, très frais et dispo. Donc on a un peu finalement les deux modes de fonctionnement, l'usure qui conduit à baisser les armes et puis le fait que voilà, on est finalement plus conciliant au bout d'un certain temps de discussion qui conduit à la fatigue et voilà, on a hâte d'aboutir à... Il y a une urgence du traité au petit matin, il faut paraître devant la presse en ayant obtenu un accord et donc tout ce cocktail fait que au final on obtient à l'arraché un compromis qui n'aurait pas été obtenu en début de soirée par exemple. Je pense que les deux ressorts fonctionnent. Dans le Lysistrata, on trouve aussi un petit peu le thème de l'usure, parce que c'est vrai que la pièce est la seule pièce d'Aristophane à se dérouler sur à peu près une semaine, estiment les spécialistes, et donc il y a plusieurs nuits qui vont se répéter. Et c'est vrai que dans l'Acropole, je vous l'ai dit, il y a les femmes qui ont tendance à craquer, certaines veulent absolument retrouver leur mari parce que le désir s'exprime. Finalement, elles vont passer par-dessus, elles vont réussir à maîtriser leur désir, ce qui n'est pas le cas des hommes, hein, puisque dans la deuxième partie de la pièce, j'ai un peu le temps d'en parler parce qu'on a dû abréger, mais dans la deuxième partie de la pièce, on va avoir plusieurs hommes qui viennent sur scène en érection, hein, parce qu'ils n'en peuvent plus de ces nuits passées seules, et ils vont craquer complètement, et donc la paix va pouvoir être finalement conclue entre les Athéniens et les Spartiates. Donc les femmes ont réussi à passer par-dessus, mais les hommes non. Bien, merci. Jean-Clément Martin, peut-être pour la dernière question. Oui, pardon. En même temps, je pense que c'est plutôt une réflexion en vous entendant tous les trois pour compléter le dossier, si je puis dire ça comme ça. Parce qu'au moment de la Révolution, précisément, ce qui avait été reproché aux femmes, c'était d'exercer, je cite, le pouvoir nocturne. Et le pouvoir nocturne, c'était inquiétant, parce que, je ne vais pas faire de dessin, puisque vous l'avez abondamment illustré, et il y avait bien ce désir qui manipulait les hommes. C'est le double discours du XVIIIe siècle bien connu, et c'est vraiment quelque chose qui a été reproché à Marie-Antoinette, notamment. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la disparition des traces, j'étais très frappé de ce que vous avez dit sur les exécutions nocturnes ou diurnes. Dans l'ensemble de la Révolution, si on résume rapidement, il n'y a pas d'exécution nocturne. On va, au contraire, pratiquer des exécutions diurnes pour frapper l'opinion. Sauf un cas qui est très célèbre, il y en a d'autres, mais il y a quand même un cas qui est très célèbre et qui pose effectivement beaucoup de problèmes, ce sont les noyades de Nantes, qui vont se dérouler la nuit, et qui précisément, encore aujourd'hui, demeure assez inconnu. Donc on est là dans des jeux qui correspondent parfaitement à ce que vous disiez, sur cette opposition d'une volonté publique d'intervention diurne et d'une volonté d'intervention nocturne qui est là, inquiétante, et qui est, alors de ce point de vue-là aussi, réservée aux opposants, aux bandits, aux contre-révolutionnaires. L'opposition jour-nuit, là, a vraiment beaucoup de sens. Il me semble que ça va tout à fait dans ce que vous venez de dire tous les trois. Bien, merci beaucoup pour ces remarques. Merci d'avoir finalement par vos questions et vos analyses complété largement le dossier que nous vous avons présenté aujourd'hui. Un grand merci à nos deux intervenants, Guillaume Garnier et Cédric Germain, d'avoir accepté de venir vous présenter leurs travaux. Et je pense que voilà, il est temps maintenant de clore cette table ronde en vous remerciant de nouveau.